La BDC a pris l'initiative d'organiser la célébration des 30 ans de la conférence nationale parce que, comme vous le savez, nous vivons des moments d'interrogation, des moments de doute. Certains parmi nos compatriotes se posent des questions sur ce qui reste de la conférence nationale, l'héritage de la conférence nationale. Les jeunes générations, ceux qui n'ont pas été à la conférence, l'ignorent de plus en plus et nous avons parfois le sentiment que la conférence nationale est combattue par notre génération. Il était important qu'on convoque à Cotonou un certain nombre d'acteurs, de personnalités, des acteurs nationaux, des acteurs étrangers, ceux qui ont suivi la conférence nationale de près, pour qu'ensemble nous évaluions ce qui est resté de la conférence nationale, son héritage, son impact, et qu'on l'on voit ensemble, que l'on réinterroge ensemble la place de la conférence et la valeur de la conférence nationale. C'est pour ça que le colloque a été organisé à Cotonou. La conférence nationale a surtout posé les bases du renouveau démocratique. Et notre pays tient de la conférence nationale la table des lois de la démocratie. Oui, il faut le dire et il faut avoir le courage de le rappeler et par ces temps qui courent, avoir le courage de ses convictions démocratiques et de rappeler avec force que le principal héritage de la conférence nationale de 1990, c'est la démocratie. La conférence nationale, disons-le, sans trembler, a légué à notre pays, à ce pays, non pas un livre saint, c'est vrai, mais un breviaire, le breviaire d'une société démocratique où la liberté, la dignité, la sécurité de l'homme seront garanties par les lois et défendues par les institutions. Il me plaît d'ores et déjà de dire que la conférence nationale de février 1990 n'est pas un accident de l'histoire. La conférence nationale n'est pas un événement conjoncturel que le temps et les hommes peuvent effacer en raison de sa charge symbolique, en raison de ses acquis, en raison de ses incidences. Elle ne mérite, il faut le dire, elle ne mérite pas l'oubli, l'indifférence et parfois le combat que lui livre notre génération. La conférence nationale est un repère fondamental qui a vocation à traverser le temps, comme le sont encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après la Convention de Philadelphie de 1787 pour les États-Unis et les États généraux de 1789 pour la France. Février 1990 ne fut pas que la conférence des Béninois. Notre conférence est vite devenue, bien malgré elle, le phare qui a éclairé, avec des fortunes diverses, une Afrique en pleine tempête dictatoriale. En 30 ans, le Bénin a cru en son modèle. Nous avions la certitude, moi y compris, que nous avons enfin réussi à ériger des institutions capables de résister à toutes les intempéries, au choc des institutions, au choc et aux électrochocs de la vie politique. Nous n'avions pas si tort, car en vérité, on a tout donné pour la démocratie. On a investi beaucoup dans la démocratie. En 30 ans, nous avons adopté une constitution. Nous avons doté le pays de lois essentielles pour nos libertés. Nous avons conçu des institutions et mis en place progressivement un système électoral consensuel qui nous a donné 4 présidents de la République, 3 grandes alternances inimaginables, inattendues, 7 législatures, 3 élections municipales et communales, tout ça sans contestation préjudiciable à la stabilité du pays, à la paix et à l'unité. En revanche, ce que nous avons manqué de faire ces 30 dernières années, c'est d'investir dans la formation, dans l'éducation, dans le civisme des hommes et des femmes appelés à prendre en charge cette démocratie. À ce colloque, l'Association béninoise de droit constitutionnel a voulu confronter 2 choses. 2 tendances, notamment les 2 tendances clés de la conférence nationale. Ce qui était du côté de la démocratie et ceux que l'on peut considérer comme étant les vaincus de l'histoire, le PAPB. Et nous avons choisi le ministre d'État Pierre Rochor
un des collaborateurs les plus fidèles du président Kérékou, qui était au cœur de la machine au moment de la conférence nationale. À l'effet de me faire bien expliquer le contenu thématique, le sens et la finalité du témoignage pour lequel j'avais été identifié, j'ai eu avec le professeur Aïvo un échange débarrassé de tout a priori et de toute retenue, une discussion tout à fait fraternelle, franche, directe et vraiment très fructueuse pour moi. J'en ai retenu qu'il est souhaité par les organisateurs du colloque que mon intervention s'articule en 2 points. Premièrement, tous les éclairages que je suis en mesure d'apporter pour permettre, je cite, de connaître et cerner les raisons intrinsèques de la décision prise par les instances dirigeantes du pays d'organiser une conférence nationale. Dixit Aïvo. Dans le même ordre d'idées et de manière générale, il convient de dissiper toutes les zones d'ombre, Aïvo bis, ayant entretenu jusqu'à ce jour bien des rumeurs et des spéculations, notamment sur le point de savoir ce qu'il en est exactement de l'origine réelle et de l'auteur du projet du discours de clôture délivré par le président Kérékou le 28 février 1990. On va y arriver. Deuxième point, dans l'esprit du partage d'expériences, quel regard synoptique je porte, moi, Pierre Rochot, sur les 30 ans de démocratie. Le bilan que j'en fais et les perspectives que j'entrevois. Mais le témoignage de Pierre Rochot devait nous permettre de savoir, à l'intérieur du pouvoir, comme on dit, inside of power, on devrait savoir qui a pris la décision et pourquoi le général Kérékou a marché dans le sens qui est souhaité par le pays, vers la démocratie, vers la paix, et pourquoi il est devenu, à la fin, à la sortie de la conférence nationale, cet homme adulé, alors que quelques mois plus tard, c'était l'homme à abattre. Le professeur Paulin Moutondi a été un des grands acteurs de la conférence nationale. Et donc le professeur Moutondi, lui, du côté des démocrates, du côté de ceux qui ont poussé vers la conférence nationale et vers la liberté, lui aussi est venu nous partager son sentiment, non seulement par rapport à la conférence nationale, mais également son regard 30 ans après sur notre parcours démocratique et sa lecture des grands événements sur lesquels nous sommes partagés, divisés et qui nous opposent aujourd'hui dans le pays. J'ai vieilli de 30 ans. Tous les acteurs de la conférence nationale ont vieilli de 30 ans. Robert Dossou a vieilli de 30 ans, Amos Elagbe a vieilli de 30 ans, Sylvia Akedes et l'ancien administrateur de la Banque mondiale qui, à l'époque, était jeune, vigoureux. Il est toujours aussi jeune, il est toujours aussi vigoureux, mais il a vieilli de 30 ans. Et j'étais certainement assez inconscient du danger
permis de dire, mais écoutez, qu'on ne nous fasse pas perdre notre temps. J'ai ajouté, la liberté ne se quémande pas. Elle se prend. Elle s'arrache. Un jour, je suis dans mon bureau, une jeune dame tape à mon bureau, cherche à me voir, je ne la connais pas, on n'a pas rendez-vous. Elle a appris que l'association béninoise de droit constitutionnel organise un colloque de commémoration des 30 ans de la conférence nationale. Et mademoiselle Cécile, elle me fait son plaidoyer, elle me parle de leur lutte, de la lutte des personnes, des jeunes gens de leur génération pour préserver le PLM Alédio. Je l'écoute, je suis saisi d'émotion, j'ai presque les larmes aux yeux. Faire du PLM Alédio autre chose qu'un lieu de mémoire, c'est à la limite renier une partie de notre histoire politique. Faire du PLM Alédio autre chose qu'un lieu de mémoire, c'est priver les générations présentes et futures de l'histoire politique du Bénin. Faire du PLM Alédio autre chose qu'un lieu de mémoire, c'est renoncer à une partie de l'héritage national. Faire du PLM Alédio autre chose qu'un lieu de mémoire, c'est aussi porter atteinte à notre dignité de terre démocratique en Afrique et à l'image du pays dans le concert des nations. Moi, j'ai encore eu une nouvelle fois les larmes aux yeux en écoutant une jeunesse se battre, en écoutant cette jeune dame se battre, presque les mains nues, désespérée, mais résolue et déterminée pour que le PLM Alédio ne devienne pas une station balnéaire, mais bien la cité de la démocratie. À ce colloque, vous avez des délégations venues de partout. Vous avez des personnalités béninoises, le gouvernement qui était venu à l'ouverture, la Cour constitutionnelle, en tout cas le président de la Cour constitutionnelle, et vous avez maintenant les vétérans, plusieurs participants à la conférence nationale. Vous avez notamment le président, Nicéphore Soglo, premier ministre au sortir de la conférence, qui a eu la lourde responsabilité de poser les premiers pas du renouveau démocratique. Et vous avez la classe politique. Nous avons invité presque tous les partis politiques, tous les chefs de partis politiques, quelques députés, quelques personnalités, la société civile, les jeunes gens. Nous avons choisi dans les partis politiques la jeune génération qui n'a pas été à la conférence nationale, mais qui a aujourd'hui le devoir et l'obligation de perpétuer l'héritage de la conférence nationale. Donc, c'est vraiment un parterre un peu représentatif des corps de notre pays et de ceux qui ont la charge de perpétuer l'héritage de la conférence nationale. J'attirerai personnellement votre attention sur la lecture que nous fait Francis Akindes, qui est professeur de sociologie à l'université de Bouaké, sur la démocratie dans le monde. Nos rêves d'il y a 30 ans, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est devenue la démocratie partout dans le monde et particulièrement dans l'espace francophone. Akindes nous présente un peu les voyages de la démocratie, les flux et les reflux. Que sont devenues nos démocraties 30 ans après? Pourquoi d'ailleurs parler de nos démocraties? Pour deux raisons. La première, parce que l'idée de démocratie moderne est un idéal voyageur. C'est un idéal qui voyage. On le retrouve dans toutes les sociétés. Mais son acclimatation dessine des trajectoires variées. L'Afrique fait partie du monde et participe à la dynamique du monde. De par les expériences de démocratie qu'elle développe, elle contribue, comme toutes les autres parties du monde, à enrichir indiscutablement les annales des modèles de construction de démocratie. La seconde raison est que si la démocratie est un idéal, même voyageur, les expériences concrètes telles qu'elles se donnent à vivre et à comprendre d'un pays à un autre, même lorsqu'elles se ressemblent, donnent à lire des points de convergence qui permettent de dégager quelques constantes. La dernière communication sur laquelle j'attire votre attention, c'est la prise de parole de Ismaïla Madior Fall, qui est ministre d'État auprès du président Macky Sall, mais qui est davantage venu à ce colloque en tant que professeur de droit constitutionnel et qui nous a fait partager, qui a attiré notre attention sur un des défis majeurs de notre temps, mais dont on ne parle pas souvent. C'est le défi de la gouvernance démocratique, particulièrement de la gouvernance financière. Le rôle de la transparence
et le rôle, la lutte contre la corruption pour préserver la démocratie et les institutions démocratiques. Là aussi, j'attirerai votre attention sur cette communication. Fabien Eboussi Boulaga, qui a écrit, à mon avis, l'ouvrage le plus remarquable sur la conférence nationale, avait mis à la couverture de son ouvrage la fameuse citation de Guizot, d'Abomey. On avait montré la jarre qui était percée. Et la citation, c'était « Si tous les enfants du royaume viennent avec leurs mains boucher les trous de la jarre, l'eau ne se reversera pas. » Je pense que ce qui est important, c'est à la fois l'esprit conférence nationale, c'est-à-dire que les composantes de la nation se rencontrent pour discuter, mais aussi la méthode conférence nationale. Le fait que ce n'est pas au Parlement qu'on décide, ce n'est pas des assemblées élues, mais c'est des forats dans lesquels on se retrouve pour formuler des recommandations sur l'avenir de la société. En clôture des manifestations des 30 ans de la conférence nationale, le samedi 29, la communauté universitaire internationale a remis au président Robert Dossou les mélanges qui ont été réalisés en son honneur. Je rappelle que Robert Dossou, au Bénin, est une grande figure du droit. Il a été doyen de faculté, bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, ministre et président d'une juridiction constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle. Moi, je rentre dans le bureau du doyen de la faculté de droit et de sciences politiques et je découvre, et j'avoue que je le savais pas, je sais qu'il a été doyen, mais je découvre que c'est celui qui aura passé le plus de temps dans ce bureau. Il est resté 11 ans doyen de notre faculté, on ne reste pas aussi longtemps avec des collègues, avec ses pairs, si vous n'êtes pas aimé, si les gens, quelque part, si les gens ne vous tolèrent pas, s'ils ne vous portent pas, s'ils ne vous aiment pas, et c'est le cas de Robert Dossou. Et quand nous avons pris la décision de lui offrir des mélanges, spontanément, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de personnalités, le président Toumani Touré, le président Ouad, le président Diouf, Madame Michael Jean, ancienne secrétaire générale de l'OIF, Madame Savané, et beaucoup de personnalités, Alpha Oumar Konaré, ont spontanément accepté. Si c'est Dossou, j'accepte d'être dans le comité de parrainage. Première personne qui nous dit ça. Deuxième personne, si c'est Robert Dossou, je suis dans le comité de parrainage. Si c'est Robert Dossou, je donne mon accord. C'est ainsi que nous avons réuni un aéropage vraiment de personnalités de premier plan mondial qui ont accepté de parrainer ces ouvrages. Et nous nous sommes posé une deuxième question. Qu'est-ce qui colle à la peau à Robert Dossou? Robert Dossou, c'est quoi? Au fond, son combat s'est déroulé sur deux théâtres, l'amphithéâtre et le prétoire. Il a enseigné pendant longtemps le droit, il a été au service du droit pendant longtemps et il a défendu pendant longtemps au prétoire. Donc on peut considérer que la vie de Robert Dossou au service du droit s'est déroulée sur deux scènes, l'amphithéâtre et le prétoire. Je vous assure, dans ma vie, j'ai connu des périodes de solitude. Dans ma vie, il y a eu des segments, de moments où j'ai eu des doutes sur l'amour des autres à mon égard. Mais en m'offrant ces mélanges, vous, initiateurs, membres du comité scientifique, parrains, contributeurs et tous ceux qui ont déployé tant d'efforts pour le transport dans les délais appropriés des ouvrages de Paris à Cotonou, vous m'avez révélé à moi-même. Je me vois tout petit, au cœur de votre amour, et je vous vois, vous, plus grand que je ne vous ai jamais perçu. Vous avez été. Nous avons passé la conférence nationale, et la conférence nationale, c'est vrai, c'est grâce à notre sursaut, à nous tous. C'est grâce à l'engagement de plusieurs personnalités. Ils étaient 493 à la conférence nationale. Mais ceux sur qui ont davantage reposé, ce qu'on peut considérer comme étant représentatif de ce combat, de ce moment exceptionnel de notre histoire, c'est Monseigneur Isidore de Souza, c'est le président Mathieu Kérékou, c'est Nicéphore Souglo. Ce sont là quelques acteurs. Je voudrais inviter notre pays à ne jamais les laisser tomber dans l'oubli, à ne jamais les traiter avec indifférence. Nous avons une place au Bénin, la place du bicentenaire. Mais le bicentenaire, ce n'est pas un événement béninois. Nous avons la place de la Bulgarie, mais la place de la Bulgarie avec le personnage qui est
ce n'est pas un personnage béninois. Et nous n'avons pas de place, Monseigneur Isidore de Souza. Nous n'avons pas d'avenue Mathieu Kérékou. Nous n'avons pas non plus de boulevard Nicéphore Soglo. Et nous n'avons rien, nous-mêmes, pour célébrer, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir avec eux, les personnages clés de notre histoire, ceux qui ont balisé le chemin. Et je voudrais inviter notre pays à ne pas refermer, à ne pas balayer, à ne pas nettoyer les traces de notre histoire. J'ai cru que c'était une formalité que de venir dans une salle et de dire à des personnalités qui m'ont accompagné pendant plusieurs années, de dire à des personnalités qui sont venues depuis 11 ans à nos activités, qui ont construit avec nous la diversité, la richesse de nos activités, la contradiction. J'ai cru que ce serait une partie de plaisir. Au fond, je viens annoncer à des personnalités que je vais partir dans quelques mois. Mais je ne sais pas si les gens l'ont constaté, mais j'étais saisi d'émotion. J'étais au bord des larmes parce que je vois 11 ans d'engagement au service de mon pays, que j'aime beaucoup, au service de nos compatriotes, que je porte dans mon cœur. Et je vais devoir passer derrière le rideau, ou en tout cas passer à une autre vie. Pendant 11 ans, je me suis positionné comme un arbitre. Je me suis positionné comme un maillon, le maillon d'une chaîne qui permet à plusieurs camps de se parler. Mais je pense que l'engagement citoyen peut prendre d'autres formes. On peut servir le pays autrement. Donc, je vais devoir quitter cette scène. Et quand je le dis à mes compatriotes ce jour, quand nous remettions les mélanges au président Robert Dossou, je ne savais pas que cet exercice serait jusque-là l'un des plus difficiles de ma vie, de dire que je m'en vais et que d'autres continueront le combat. En mon nom et au nom de l'association, remercie tous les partenaires qui ont rendu possible l'organisation du colloque et la cérémonie de remise des mélanges au président Robert Dossou. Je remercie la fondation Osiwa, les fondations allemandes, notamment la fondation Friedrich Ebert et la fondation Konrad Adenauer, et enfin International IDEA. Et voilà, je vous dis merci, au revoir, merci.